Bonjour, chers étudiants. Dans le cadre de notre pédagogie de renforcement, en ce qui concerne le module de contrôle de gestion, je vous présente la correction de l'examen de rattrapage 2020-2021 avec des explications relatives à cet examen et à ces questions. La première partie de notre examen est composée de deux éléments suivants. Le premier élément, les tableaux de bord, et le deuxième élément, il concerne le budget des choix d'investissement. Commençons par la première partie du tableau de bord sur laquelle on a posé des questions de réflexion avec des choix multiples. La première question, parmi les critères de sélection d'un indicateur, on vous demande de chasser l'intrus, c'est-à-dire qu'ici, il y a des critères de sélection d'un indicateur, et un de ces éléments ne constitue pas un critère de sélection, et c'est élément qui doit être choisi dans la réponse à cette question. La première réponse, c'est est-ce que c'est la disponibilité, la fiabilité, la convertibilité ou bien la pertinence. Donc la disponibilité est un critère de sélection d'un indicateur. Donc un indicateur, il doit être disponible. Et dans ce cas-là, je ne vais pas cocher la disponibilité. La fiabilité, un indicateur également doit être fiable pour un tableau de bord et c'est pour cette raison que je ne vais pas le choisir. Par contre, la convertibilité il ne figure pas parmi les critères dont on a discuté au niveau des critères de sélection d'un indicateur. Donc la bonne réponse ici, c'est la convertibilité. Quant à la pertinence, oui, un indicateur il doit être adapté aux besoins de son utilisateur au niveau d'un tableau de bord. Deuxième question, un tableau de bord efficace, qu'est-ce qu'il permet? Est-ce qu'il permet de minimiser le temps de préparation des données, de maximiser le temps de préparation des données, de capitaliser le temps de préparation des données, ou bien une autre réponse? La bonne réponse, c'est de minimiser le temps de préparation des données. Le temps est une ressource rare dans laquelle il faut être utilisé avec optimisation. C'est pour cette raison qu'on doit minimiser le temps de préparation des données dans le cadre d'un tableau de bord efficace et non maximisé. Il n'y a aucune capitalisation de temps au niveau de la préparation des données. Troisième question, pour mesurer les facteurs clés de succès, productivité horaire, on peut utiliser les indicateurs suivants et on nous demande de chasser l'intrus. Donc ici, nous avons un facteur clé de succès qui est la productivité horaire. Et ce qui est demandé, c'est que parmi les éléments de cette réponse-là, il y a des indicateurs et un des indicateurs n'est pas parmi les indicateurs qui reflètent la productivité horaire. Donc ici, il y en a trois qui sont relatifs à la productivité horaire et un qui n'a rien à voir avec la productivité horaire. Donc la première réponse, c'est le volume produit par heure, valeur ajoutée par salarié, volume trié par heure, nombre de réclamations par client. Vous constatez bien que la quatrième réponse, qui est nombre de réclamations par client, il n'a rien à voir avec la productivité horaire comme facteur clé de succès, en étant un indicateur à ce niveau-là. Quatrième question, le budget de recrutement utilisé au 1er 3 2021 par rapport au budget annuel est-il un indicateur d'objectif, un indicateur de moyens, un indicateur d'action ou n'est pas du tout un indicateur? Donc ici, un indicateur qui est le budget de recrutement utilisé pour cette année. Est-ce qu'il s'agit d'un objectif, d'un moyen, d'une action ou il n'est pas du tout un indicateur? Donc la bonne réponse, il s'agit bien d'un indicateur de moyens parce que le recrutement, c'est un moyen pour atteindre les objectifs et non un indicateur d'objectif. Non plus, ce n'est pas un indicateur d'action qui est relatif au projet. Deuxième partie de cette première partie, qui est le budget d'investissement. Vous avez un exercice qui s'énonce comme suit et sur lequel on va poser des questions. Pour développer son activité, une entreprise veut programmer au niveau de son budget d'investissement pour l'année 2021 l'acquisition d'un nouvel équipement dont les caractéristiques sont les suivantes. Vous avez le prix d'achat qui est égal à 400 000 dirhams, il est hors taxe. Les frais d'installation, 50 000 dirhams hors taxe également. L'augmentation du BFR d'exploitation au niveau de la première année est de 60 000. La durée d'exploitation est de 4 ans avec un mode d'amortissement linéaire.
Chiffre d'affaires annuel est de 350 000 dirhams hors taxes les 2 premières années et il va changer à 400 000 le reste, c'est-à-dire les 2 dernières années puisque nous avons 4 années d'exploitation. Chiffre d'affaires annuel 350 000 dirhams hors taxes les 2 premières années et 400 000 le reste des années. Donc, c'est un élément auquel il faut faire attention parce que le chiffre d'affaires ici, il change les 2 dernières années. Les charges variables représentent 30% du chiffre d'affaires. Les charges fixes hors amortissement 120 000 dirhams par an. La valeur résiduelle nette d'impôt est égale à 40 000. C'est la valeur récupérée en fin de projet. Et le taux d'impôt des sociétés est supposé à 30%. C'est une donnée forfaitaire qui est donnée pour compléter les calculs au niveau de notre bulle. Il y a également une dernière donnée qui est le taux d'actualisation qui est de 7%. Selon l'objet, l'investissement peut être classé. C'est une question de réflexion concernant l'investissement. Selon l'objet, faites attention, c'est ça la question, c'est selon l'objet. Un investissement de remplacement, investissement d'expansion, investissement de productivité, investissement stratégique. Ou bien, on peut classer l'investissement en investissement incorporel, corporel et financier, ou bien en train d'investissement rentable ou non, ou bien il y a une autre classification. La bonne réponse, selon l'objet, un investissement de remplacement, un investissement d'expansion, un investissement de productivité ou un investissement stratégique, telle est la classification qu'on peut donner à un investissement selon l'objet comme on vient de l'annoncer. Deuxième question, le coût d'investissement de ce projet relatif à nos données, est-ce qu'il est 400 000, 450 000, 510 000 ou bien une autre réponse? Donc, on fait un petit rappel de coût d'investissement. Il comprend les charges engagées pour entamer le projet, les frais de formation du personnel s'il y en a. Donc, dans notre cas, du personnel, et pour cette raison, le coût total d'investissement est de 450 000. Ici, je rappelle qu'il faut faire attention. Il ne s'agit pas du capital investi parce que s'il s'agit du capital investi, on aurait ajouté de l'augmentation du BFR. Et puisqu'il nous a demandé de calculer le coût d'investissement seulement, donc le coût d'investissement, c'est 450 000 dirhams. C'est la bonne réponse. La vente de ce projet, est-ce que c'est 525 679,12, 15 679,12, 75 679,12 ou bien une autre réponse? Là, on doit passer par le calcul dans un tableau de calcul de la vanne et des éléments qui lui sont relatifs. Donc, le premier élément que nous avons dans notre tableau, c'est le chiffre d'affaires hors taxe. Et comme on a dans les données, c'est 350 000 dans les 2 premières années et 400 000 dans les 2 dernières années. Les charges variables représentent 30% du chiffre d'affaires. Donc, ici, en jaune, c'est les indications comment on calcule chaque ligne. Et on note la ligne, la première, la deuxième et ainsi de suite. Donc, on prend la première ligne et on multiplie par 30%, ça nous donne 105 000 pour les 2 premières années et 120 000 pour les 2 dernières années. Les coûts fixes ou bien charges fixes hors amortissement, ils sont de 120 000. Ils sont donnés au niveau de notre exercice. Ils sont fixes, ils ne dépendent pas du chiffre d'affaires, ils sont les mêmes pendant les 4 années. Les dotations aux amortissements, c'est le coût d'investissement que nous avons, qui est 450 000 que nous avons calculé, et on multiplie par le taux d'amortissement relatif, qui est 25%, parce qu'il s'agit de 4 années. Donc 25%, c'est 100 sur 4, est égal à 25%, pour calculer le taux d'amortissement linéaire, constant, sur les 4 années, qui va nous donner 112 500 pour chaque année. Par la suite, le résultat avant impôt, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et les 3 premiers éléments, c'est-à-dire les charges variables, les charges fixes et les dotations aux amortissements. Ça nous donne 12 500 pour les 2 premières années et 47 500 pour les 2 dernières années. L'impôt sur les sociétés, j'applique 30% pour l'impôt avant, le résultat plutôt avant impôt. Donc ça, c'est la 5e ligne multipliée par 30%. Ça nous donne 3 750 pour les 2 premières années et 14 250 pour les 2 dernières années.
Enfin, le résultat net, c'est la 7e ligne. Donc, ça va nous donner, c'est la différence entre le résultat avant impôt et l'impôt sur les sociétés. Ça va nous donner un résultat qui est égal à 8 750 pour les 2 premières années et 33 250 pour les 2 dernières années. La CAF d'exploitation, ou bien capacité d'autofinancement d'exploitation, c'est la 8e ligne. C'est la somme entre le résultat net et les dotations aux amortissements. Ça veut dire 8 750 plus 112 500. Ça va nous donner 121 250 pour les 2 premières années et 145 750 pour les 2 dernières années. La ligne suivante concerne la récupération du BFRE qui est récupéré en fin de la dernière année, 60 000. Donc je rappelle que l'augmentation du BFRE, il s'ajoute pour nous donner le capital investi et on doit la récupérer dans la dernière année du projet. Puis la valeur résiduelle, c'est la valeur du projet à sa fin, donc la valeur estimée au projet à la fin et les nets d'imposition dans la 10e ligne qui s'élève à 40 000 dirhams. Enfin, je calcule les cash flows qui constituent la somme des 3 dernières lignes, c'est-à-dire la CAF d'exploitation, la récupération du BFRE, valeur résiduelle, va nous donner 121 250 pour les 2 premières années, 140 750 pour la 3e année, 245 750 pour la dernière année. Avec ces éléments, qu'est-ce que je peux faire? Je peux calculer la vanne. On commence par définir la vanne, qui est la somme des cash flows actualisés moins le montant du capital investi tel qu'elle est présentée au niveau de la formule suivante. Vanne est sigma des cash flows actualisés diminué du capital investi. Je passe à mes calculs à travers les données que je avais trouvées dans le tableau en appliquant le taux d'actualisation de 7% pour les données et je mets la formule d'actualisation. 510 000, c'est le capital investi, c'est-à-dire le coût d'investissement augmenté par le besoin en fonds de roulement d'exploitation au niveau de la première année. Donc ici, au niveau du début de la première année, ce qui va nous donner 510 000. Je vais la retrancher à partir des cash flows actualisés qui va nous donner la valeur actuelle nette qui s'élève à 15 679,12 qui représente la bonne réponse au niveau de la 3e question. Passons à l'indice de profitabilité de ce projet et on vous donne est-ce qu'elle est 1,03, 1,148 ou bien 2,03 ou bien une autre réponse. Je dois passer par les calculs pour choisir le chiffre convenable. L'indice de profitabilité, je rappelle qu'il permet de déterminer la valeur actuelle dégagée par chaque dirham investi, c'est-à-dire le retour sur investissement, autrement dit. L'indice de profitabilité est représenté par la formule suivante, 1 plus la vanne sur le capital investi. Je mets les éléments de ma formule. La vanne, je l'ai déjà calculé dans la question précédente, 15 679,12, divisé par le capital investi qui est 510 000, et par conséquent, l'indice de profitabilité est égal à 1,03, qui représente la bonne réponse au niveau de ma question numéro 4. La question numéro 5 est relative au taux de rentabilité interne. Est-ce 6,95 9,95, 10,95 ou s'agit-il d'une autre réponse? Donc je passe à mes calculs, mais bien avant, je rappelle que le taux de rentabilité interne est appelé également taux d'actualisation qui annule la vanne ou bien la valeur actuelle nette. Donc c'est le taux d'actualisation lorsque la vanne est égale à 0. C'est pour cette raison qu'on procède par le calcul au niveau de l'interpolation linéaire. Donc en faisant l'interpolation linéaire, j'explique comment on fait cette démarche. Donc, on a T1, il nous donne une première vanne, généralement positive. Je cherche le tir qui nous donne une vanne qui est égale à 0. Donc, le tir, c'est ce que je cherche au niveau de mes calculs. Donc, au niveau, j'ai le deuxième taux de la vanne
2. Donc, si le premier taux nous donne une vanne positive, je cherche le taux, j'augmente le taux d'actualisation pour retrouver un taux négatif. Si le premier taux, il me donne une vanne négative, je cherche un deuxième taux qui va me donner la vanne qui est positive en diminuant le taux. Donc ici, dans notre cas, on avait un taux qui est de 7% qui nous a donné une vanne positive. Donc je dois l'augmenter pour passer à une vanne négative et je mets les éléments de mes calculs par la suite. Donc si on prend T1 7%, donc la première vanne est égale à 15 679,12. On l'a déjà calculé, c'était dans les questions précédentes. Pour T2, on choisit un taux suffisamment élevé pour que la vanne soit négative, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, si nous avons le premier taux, une vanne positive, donc j'augmente le taux, plus le taux augmente, la vanne diminue jusqu'à ce qu'il retrouve une valeur négative. Donc, je mets un deuxième taux, je choisis un deuxième taux et par lequel je trouve une vanne qui est négative. Donc, on pose le deuxième taux, il est égal à 10%, puis on calcule la vanne 2. Si c'est négatif, je passe à la deuxième étape de mes calculs. Si c'est toujours positif, j'augmente le taux jusqu'à ce que je trouve une vanne qui est négative. Donc, dans mes calculs, je mets les éléments de mon tableau et je remplace le taux d'actualisation par 0,1, c'est-à-dire 10% au lieu de 7% dans la question relative à la vanne. Toujours les mêmes éléments et je fais mes calculs. Je trouve que la vanne ici est égale à moins 22 211,43. Elle est bien négative et par conséquent, je peux passer à l'étape suivante de mes calculs pour retrouver le tri. On procède maintenant par l'interpolation linéaire, étant donné que les éléments que j'avais réunis, avec un T1 7%, la vanne 1 est égale à 15 679,12. Avec le tir, la vanne est égale à 0. C'est ce que je cherche dans mes calculs. Donc, je cherche le tir qui me permettra une vanne égale à 0. Et j'ai un deuxième taux qui nous donne une vanne négative de moins de 22 211,43. Donc, comment je vais faire? Je vais mettre la formule suivante. Je prendrai le tir, moins T1, qui est juste avant, divisé par T2 moins T1. Et de côté droite, je fais la même chose. J'ai commencé par le tir, je commence ici par la vanne 0, moins la vanne 1, divisé par la vanne 2, moins la vanne 1. Donc je respecte la même orientation de mes calculs à gauche comme à droite. Je mettrai devant moi ma formule que j'ai montée et je remplace par les chiffres. Le tir, je le cherche, hein, c'est l'élément que je calcule. T1, c'est 7%, je le remplace par 7 sur 100 au moins 0,07. 10% pour T2, moins 7% pour T1. De l'autre côté, je remplace les vannes par leur valeur, donc j'ai 0, moins de la formule, 15 679,12, moins 22 000, c'est moins de la vanne, c'est le moins qui est relatif à la vanne qui est négative, et ici c'est le moins de la formule qui est moins 15 679,12. Maintenant, je simplifie mes calculs, je procède élément étape par étape, je mets 0,10 moins 0,07, ça me donne 0,03, 0 moins 15 679,12, ça me donne moins 15 679,12. Les deux éléments, ils sont les deux négatifs, donc je fais la somme. Et j'ai deux éléments négatifs, ça devient positif. Il me suffit de monter 0,03 de l'autre côté et je mets 0,07 et ça devient positif de l'autre côté. Donc ça va me donner les éléments suivants pour mon tir qui est 15 679,12 sur 37 890,55. J'ai enlevé le moins parce que les deux ils sont négatifs, donc ça devient positif. J'ai multiplié par 0,03 et puis j'ai ajouté 0,07 parce qu'il était négatif à gauche, il devient positif à droite. Donc, je fais mes calculs, je trouve que le tir est égal à 8,24%. Il ne figure pas parmi les choix de calculer, donc la bonne réponse était autre réponse qui est 8,24%. On passe maintenant à la deuxième partie de notre examen qui était relatif aux coûts préétablis et analyse des écarts.
dans lequel il y a le cas suivant. Une entreprise qui fabrique un produit en combinant deux matières premières, X et Y, dans un atelier de production. La vente du produit se fait par un paquet de 50 kg. Au niveau du mois de mai 2020, on va donner les informations suivantes. La production normale ou bien standard est de 16 200 kg de P, dans le coût d'un kilogramme. Donc il faut faire attention, ça a été souligné, coût d'un kilogramme, un seul kilogramme du produit. Et nous avons le paquet, il contient 50 kg. Et comme suit. 0,4 kg pour chaque kilogramme du produit P, donc il contient 0,4 kg de la matière X avec un prix de 16,5 dirhams par kilogramme, 0,06 kg de matière Y au prix de 50,4 dirhams par kilogramme, 2,5 heures pour un taux d'horaire de 40 dirhams par heure, ça c'est pour le coût de la main-d'œuvre directe, et 2,2 unités d'heure dans un atelier pour les charges indirectes avec un coût unitaire des charges indirectes de 2,4 dirhams dans les charges fixes. Donc ça veut dire que les charges fixes ici, qui contient cet atelier, est égal à 178 200 dirhams. La production maintenant réelle. Qu'en est-il pour la production réelle? La production réelle du mois est de 310 paquets. Donc ici on nous a donné avec le kilogramme et ici on nous a donné avec les paquets. Donc toutes les transformations. Pour retrouver les kilogrammes, je multiplie par 50. Pour retrouver les paquets, je divise par 50. Pour retrouver les paquets du produit P. Cette production a nécessité combien? Une quantité donnée de la matière X pour une valeur. Donc ici on ne nous donne pas la quantité réelle. Pour une valeur globale de 125 550. Donc on nous donne la valeur totale globale. 8060 kg de la matière Y pour une valeur globale de 409 448 dirhams et un volume horaire donné pour un taux horaire. Donc le volume horaire non plus, il n'est pas donné au niveau réel pour 42 dirhams par heure. Le volume d'unité d'œuvre également, c'est une donnée qui n'est pas explicitée dans notre exercice, mais nous avons le total du centre qui est de 253 890 dirhams. Et on nous demande s'il y a des virgules d'arrondir les résultats à deux chiffres après la virgule pour faciliter et simplifier les calculs. Donc vous avez les données suivantes. Passons maintenant aux questions qui sont posées au niveau de notre cas. Laquelle des affirmations suivantes est-elle juste? Toutes les charges fixes sont indirectes. Toutes les charges variables sont directes. Toutes les charges indirectes sont fixes, ou bien une autre réponse. Donc, a priori, il n'y a pas une relation entre les charges fixes et les charges directes. C'est une classification tout à fait différente. La première, c'est par variabilité. Il y a des charges qui sont fixes, il y a des charges qui sont variables. Et il y a classification par rapport à leur incorporation, ou bien à leur incorporation dans le processus de production. Et là, on parle des charges directes et des charges indirectes qui sont affectées directement ou indirectement. Donc, il n'y a pas de relation entre les deux. Dans les charges fixes, il y a des charges directes et des charges indirectes. Et dans les charges variables, il y a des charges directes et également des charges indirectes. C'est pour cette raison que la bonne réponse, c'est autre réponse. Donc, les trois, ils sont à rejeter. Deuxième question. On passe maintenant au calcul. Le coût unitaire standard d'un paquet du produit P est. Donc ici, je reviens dans mon cas sur les données qui sont les données standards. Donc on nous donne les résultats suivants, 150,32, 776,60 ou bien 132,55 ou bien il s'agit d'une autre réponse. Donc ici, on nous cherche le coût unitaire d'un paquet de produits P, c'est-à-dire de 50 kg. On cherche le coût unitaire standard d'un paquet de produits P. On a les données relatives d'un kilogramme et chaque paquet est composé de 50 kg. Ça, a priori, la lecture que nous avons fait par rapport à notre exercice. Le coût unitaire d'un kilogramme, maintenant, d'un kilogramme, c'est à travers les données le coût unitaire standard ici, c'est 0,4 x 16,5, ça c'est relatif à la matière X. Ça, c'est relatif à la matière Y.
Et 2,5 fois 40, ça c'est relatif par rapport aux charges indirectes ou bien au taux horaire. Et enfin, pour les charges indirectes, c'est 2,8 fois 8,4. Par la suite, je fais mes calculs, je trouve que c'est 155,32. C'est par rapport à un seul kilogramme. Maintenant, qu'en est-il par rapport à un paquet? Ce qui est demandé, c'est un paquet et non 1 kg. Donc, si vous trouvez ça et vous cochez la réponse au niveau des données, c'est faux. Donc, il faut chercher au niveau d'un paquet de produits, que chaque paquet est composé de 50 kg. De ce fait, je dois multiplier 155,32 fois 50, ça va me donner 7766. C'était la bonne réponse. Donc, je ne la trouve pas parmi les données, donc c'est autre réponse qui est la bonne réponse. Troisième question. Si l'écart sur quantité de la matière X est défavorable de 20 955, donc un paquet de produits P a consommé réellement 25 kg de la matière X, 25 kg de la matière Y. À ce niveau-là, je la rejette complètement parce que ça n'a rien à voir avec la matière X, donc c'est la matière Y, ou bien 26 kg de la matière X, ou bien il s'agit d'une autre réponse, un autre chiffre qui ne figure pas parmi les calculs que nous avons au niveau de nos réponses. Donc, qu'est-ce que je lis ici? L'écart sur quantité. Donc, l'écart sur quantité, je mets la formule de l'écart sur quantité par rapport à la matière X. Il est défavorable de 20 955, donc j'ai l'information qu'il est défavorable, ça nous donne le signe qui est positif, donc défavorable, ça nous donne un écart positif, et favorable, un écart qui est négatif. C'est par rapport où je commence par la quantité réelle ou la quantité préétablie. Donc je mets ma formule et je fais mes calculs. Donc vous avez ici l'écart au niveau de la formule, c'est la quantité réelle de X moins la quantité préétablie de X multiplié par le coût préétabli de X. Au niveau de mes données, on a trouvé que est égal à 20 955. Je mettais ma formule au départ. Et je cherche les éléments que j'ai au niveau de ma formule, est-ce qu'ils sont complétés ou non. Donc la quantité réelle de X n'est pas communiquée, donc je vais la chercher. La quantité préétablie, c'est la quantité standard multipliée par la quantité réelle du produit divisée par la quantité préétablie du quantité standard du produit également. Donc, au niveau de mes données, la quantité réelle, c'est en paquet, c'est 310. Soit je la transforme en kilogrammes, soit je la sauvegarde en paquet, mais je dois faire de même au niveau de la quantité standard, bien normale, qui était 16 200 au niveau de mes données. Je divise par 50 pour me donner en termes de paquets. Ça va me donner maintenant la quantité standard que j'ai ici, c'est par rapport à un seul kilogramme. Donc, nous avons une production de 16 200 kg, ce qui va me donner que la quantité standard est de 6 480. Je remplace les éléments au niveau de ma formule et par conséquent, je trouve que la quantité préétablie est égale à 6200. Je reviens sur ma formule de départ, je mets les éléments ici et je cherche la quantité réelle consommée par 1 kg du X. Donc, ça va me donner de 20 955, c'est une transformation du calcul que j'ai ici, 20 955 divisé par 16,5, et j'ajoute 6200 de l'autre côté. En passant de l'autre côté, ça va me donner 7470. Donc la quantité réelle pour un paquet, c'est 7000, donc 470, ça c'est la quantité consommée par l'ensemble des paquets. Donc je divise par le nombre des paquets réels qui est 310, ça va me donner 24,0967,09 ou bien 1. C'est suffisant pour retrouver ça en kilogrammes. Je cherche parmi les réponses, je ne la trouve pas, donc la bonne réponse c'est autre réponse. Donc ça c'était la bonne réponse pour la troisième question. Donc le principe c'est le même. Si l'écart sur rendement est favorable maintenant 13 020, le coût fixe unitaire réel d'une unité d'œuvre sera 5,47, 7,12, 7,80 ou bien une autre réponse. Qu'est-ce que je déduis dans mes calculs? Je cherche d'abord, je mets la formule de l'écart sur rendement qui est relative à l'atelier des charges indirectes. Elle est défavorable de 13 000
elle est favorable plutôt de 13 020, ce qui va nous donner le signe ici, c'est négatif, c'est moins 13 020, et je mets les éléments de mes calculs, de ma formule, pour retrouver mes calculs de la façon suivante. Donc, comme j'ai fait pour la question précédente, je mettrai la formule de départ. L'écart sur rendement relatif à l'atelier, c'est le nombre d'unités d'œuvre réelles moins le nombre d'unités d'œuvre. Le nombre, c'est la quantité ou bien le volume des unités d'œuvre que j'ai. Réel moins le préétabli multiplié par le coût des unités d'œuvre préétablies, donc est égal à moins 13 020. Donc, je mettrai les éléments de ma formule. Le nombre des unités d'œuvre réelles, je ne l'ai pas, donc je le cherche, je fais le calcul. Bien avant, je déduis le nombre des unités d'œuvre préétablies à travers les données standards. De la même façon, c'est 2,2 multiplié par la quantité normale ou bien standard de 16 200. Et la quantité réelle que nous avons déjà déterminée au niveau des données, c'est 310 et que nous avons calculé dans la question précédente pour la standard de 324. Je fais mes calculs, je trouve que le nombre des unités d'œuvre préétablies est égal à 34 100. Donc 34 100, c'est le nombre d'unités d'œuvre préétablies. Je le mets au niveau de ma formule. Je fais mes calculs. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 8,4. Ça va me donner moins 13 020 divisé par 8,4. Et j'ajoute 34 100. Ça va me donner 32 550. Ça, c'est pour les éléments, les nombres des unités d'œuvre réelles. Donc maintenant, les charges fixes totales, ils sont fixes, ils ne changent pas, et c'est égal à 178 200, réel ou préétabli, donc c'est le même. Et je le divise par le nombre des unités d'œuvre réelles, il va me donner 5,47, qui était la bonne réponse au niveau de mes données. Donc la bonne réponse, c'est 5,47. Maintenant, je passe à la cinquième question. Si l'écart sur volume horaire de la main-d'œuvre directe est neutre, donc un paquet à nécessité, qu'est-ce que je déduis ici? Je mets la formule de l'écart sur volume horaire, je mets égal à 0 parce qu'elle est neutre. Donc le calcul, est-ce que un paquet est la nécessité 125 heures réellement, ou bien 38 750 heures réellement, ou bien 775 heures réellement, ou bien une autre réponse. Si je fais mes calculs, je ne trouve pas l'un de ces éléments. Donc, je vais faire mes calculs de la façon suivante. Donc, j'ai ici l'écart sur la main-d'œuvre directe est égal à le nombre d'heures divisé par R moins le nombre d'heures préétablies, multiplié par le coût d'heures préétabli ou bien normal ou bien standard est égal à 0 comme je viens de le dire. Donc ici, elle est égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre d'heures réelles est égal au nombre d'heures préétabli puisque le coût il n'est pas égal à 0. Donc c'est celle-là qui est égale à 0 et donc ils doivent être égaux. Les nombres d'heures réelles et préétablis doivent être la même chose. Donc la formule c'est le nombre d'heures standard multiplié par la quantité réelle du produit divisé par la quantité standard du produit, 70 sur 324. Donc j'ai mis les éléments de mes calculs, je trouve que le nombre d'heures réelles est égal à 38 750. Donc le nombre d'heures réelles pour un paquet, je divise par le nombre de paquets qui sont produits réellement 310, ça va me donner 125 qui est la bonne réponse. Donc ainsi prend fin la correction de notre examen de rattrapage. Très bonne chance pour le reste de votre étude et bon courage. Je vous remercie pour votre aimable